Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? Le rôle des PPP dans le développement des infrastructures. Je m'appelle Tony Gomez Ibanez et je suis un ardent défenseur des PPP pour financer les infrastructures. Par PPP, je veux parler des partenariats publics-privés en infrastructure. Mais je suis bien conscient qu'ils ne doivent être conclus que lorsqu'ils se justifient d'un point de vue économique et qu'ils sont politiquement acceptables. Et à mon avis, l'essentiel, c'est ce qui motive le recours au secteur privé. Si certaines raisons sont source de dissension, les gains d'efficience réels sont la justification la plus légitime des PPP. Pour simplifier, il existe 3 raisons de mettre en place un PPP dans le secteur de l'infrastructure. La première, celle qui est le plus souvent évoquée, est que cela permet de faire appel au marché financier privé pour financer des investissements indispensables en infrastructure. Une deuxième raison, rarement mentionnée, quoique souvent importante, consiste à transférer des ressources de manière à alléger les contraintes budgétaires immédiates de l'État. Et la troisième raison est de créer un cadre incitatif pour produire de véritables gains d'efficience, c'est-à-dire concrètement des transformations qui améliorent la fiabilité ou la qualité des services en gardant les mêmes facteurs de production. Ces gains d'efficience diffèrent des transferts, qui, eux, ne concernent que le transfert des ressources d'une partie à une autre, sans forcément rendre leur utilisation plus efficiente. Ces 3 raisons correspondent généralement à 3 types différents de privatisation ou de PPP. Le premier est un contrat pour la construction, l'exploitation, l'entretien et le transfert de propriété d'une nouvelle infrastructure, comme une route à péage ou une usine de traitement des eaux usées. Ce type de PPP est principalement motivé par la possibilité de puiser des fonds dans les marchés financiers privés pour financer les investissements, bien que les gains d'efficience et les transferts peuvent aussi entrer en ligne de compte. Le deuxième type de partenariat est un contrat de bail à durée déterminée où la cession d'une infrastructure existante comme une route à péage, un port, une entreprise ferroviaire ou aérienne. On désigne souvent ces projets par le terme « brownfield » en anglais parce qu'ils concernent une infrastructure existante. Mais la frontière entre brownfield et greenfield est souvent ambiguë, car les projets portant sur des installations existantes nécessitent souvent des améliorations ou des investissements. Or, on ne met pas généralement l'accent sur l'investissement, mais sur le transfert d'une entreprise déficitaire au secteur privé afin de la rendre rentable ou la capitalisation des bénéfices d'une entreprise rentable pour une utilisation immédiate par l'État. Pour moi, les 2 premières raisons, à savoir le fait de se financer sur les marchés financiers privés et le transfert de ressources pour atténuer des problèmes budgétaires à court terme, sont source de problèmes et risquent de causer des difficultés. La mise en place d'un PPP n'est justifiée que s'il améliore véritablement l'efficience. Le recours au marché des capitaux privés pose problème, car l'État peut emprunter directement sur ces marchés sans avoir à passer par un concessionnaire. Il est important de comprendre que les partenariats ne sont pas un moyen de se financer gratuitement et que les investisseurs d'une concession s'attendent à être remboursés, tout comme ceux qui ont investi dans un emprunt d'État. De plus, dans les 2 cas, le remboursement provient des mêmes sources, à savoir des recettes fiscales ou des paiements par les usagers de l'infrastructure. En outre, pour l'État, emprunter directement revient souvent moins cher que de passer par un concessionnaire. Aux États-Unis, par exemple, les États fédérés peuvent emprunter à des taux de 5 à 6 %, tandis que les investisseurs dans l'infrastructure privée exigent généralement un rendement de l'ordre de 10 à 12 %. Néanmoins, cet écart entre les taux des emprunts est une forme de leurre, car le contribuable n'est pas exposé à un risque de défaut de paiement si l'emprunt passe par un concessionnaire, tandis qu'il est si l'emprunt passe par l'État. La deuxième raison, le transfert de ressources pour atténuer à court terme les problèmes budgétaires de l'État, pose elle aussi problème. Dans les pays en développement, cela consiste souvent à recourir à l'allocation-gérance ou à la privatisation d'une entreprise publique qui perd de l'argent parce qu'elle emploie trop de personnel ou parce que ses tarifs sont exagérément bas ou parce qu'elle propose une palette de services trop large. L'idée en gros est que le concessionnaire privé va licencier, augmenter ses prix et rationaliser l'éventail de services pour renouer avec la rentabilité, diminuant ainsi l'aide budgétaire que l'État devait fournir à l'entreprise.
Dans ce cas, le projet se résume à un transfert entre des utilisateurs qui doivent payer plus cher les services ou une main-d'œuvre licenciée qui doit retrouver un emploi et des contribuables qui n'ont plus besoin de financer une entreprise déficitaire. Dans les pays développés, il s'agit plutôt de la vente ou la location-gérance d'une entreprise rentable en échange d'un paiement immédiat par le concessionnaire qui peut servir à couvrir les besoins budgétaires immédiats. Aux États-Unis, on parle de monétisation d'actifs. En Australie, de recyclage d'actifs. Mais dans tous les cas, il s'agit d'un transfert de ressources entre les futurs contribuables qui ne bénéficieront plus des profits générés par l'entreprise et les contribuables actuels qui profitent du versement immédiat qui peut être utilisé à d'autres fins. Si les partenariats consistent essentiellement ou uniquement en un transfert, la privatisation devient un jeu à somme nulle, dans lequel une partie gagne et l'autre perd. Et les jeux à somme nulle sont politiquement controversés. Il est difficile de leur trouver des appuis. En revanche, les gains d'efficience réels garantissent, eux, qu'un projet est bénéfique pour toutes les parties prenantes et qu'il ne se résume pas à un jeu à somme nulle. C'est pourquoi ils sont politiquement très importants dans un projet de PPP. Ces gains d'efficience proviennent de sources diverses. La première est souvent la plus importante. C'est lorsqu'une seule personne physique ou morale s'occupe de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'infrastructure. Cela signifie aussi que le responsable sera plus facile à trouver si les choses tournent mal. Une seule personne ou un seul groupe sera tenu responsable. Plus particulièrement, il s'agit ici d'avoir une vision qui s'inscrit dans le cycle de vie du projet, de sorte que le constructeur de la route ou de l'installation soit pleinement conscient des problèmes d'entretien. J'ai récemment entendu parler d'un cas dramatique, dans les zones pluvieuses de la Colombie, où les routes sont submergées à chaque saison des pluies. Lorsque le contrat de concession inclut la construction et l'exploitation, le concessionnaire fera tout pour que les routes ne soient plus détruites à chaque fois qu'il pleut. Pour obtenir des gains d'efficience, on peut aussi accorder au concessionnaire une plus grande liberté dans le mode de production des services, ce qui signifie essentiellement que le contrat porte sur un ensemble de services plutôt que sur la production d'un bien en particulier. Avec cette flexibilité, le concessionnaire pourra potentiellement être plus efficient. Mon exemple préféré est celui du tunnel du port de Miami aux États-Unis. Le secteur public avait estimé que sa construction coûterait $1 milliard. Or, dans le cadre du PPP, l'entreprise qui a remporté le marché a présenté un projet de $600 millions seulement. Elle est parvenue à ce chiffre en modifiant légèrement l'alignement du tunnel de manière à contourner certaines difficultés. Ici, le plus important était que le port de Miami ne voulait pas acheter un bien spécifique, mais un passage en tunnel. Et c'est cette flexibilité qui a permis d'explorer des méthodes et des conceptions plus efficientes. À cet égard, les concessions pour de nouvelles infrastructures sont plus intéressantes que celles liées à des infrastructures existantes, car elles offrent davantage d'opportunités de gains d'efficience, à condition que le concessionnaire prenne en charge la construction et l'entretien. La seule bonne raison de recourir à des capitaux privés coûteux dans des concessions ou des PPP est de favoriser et d'engendrer des gains d'efficience réels. Si le concessionnaire a d'importants intérêts en jeu, il s'efforcera de construire une route qui ne sera pas emportée par la pluie ou un tunnel qui sera moins coûteux et d'aussi bonne qualité. Certes, ces capitaux privés coûtent un peu plus cher, mais sans eux, vous n'obtiendrez pas les gains d'efficience qui comptent. Et vous ne tirerez pas parti comme escompté du secteur privé. Pour finir, je vous recommande de repérer les projets qui présentent potentiellement de réels gains d'efficience et pour lesquels il y a de bonnes raisons de penser que le secteur privé sera moins cher ou meilleur ou plus fiable que les marchés publics traditionnels. Évitez les projets qui comportent essentiellement des transferts, car ils seront source de controverses sur le plan politique et difficiles à gérer.